avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Le Mali se prépare à tourner une page difficile de son histoire post-démocratique. Qu'en pense la diaspora malienne du Gabon? Nos correspondants permanents dans le pays en sont des quelques-uns dans les rues de Libreville. La Direction générale de l'action sociale du Sénégal a tenu un atelier de partage des nouvelles orientations du programme national de réadaptation à base communautaire. L'objectif de la rencontre est de conduire les invalides vers l'autonomisation et de bannir l'assistanat. Et puis nous recevrons Yacouba Dansoko pour la page sportive de cette édition. Au menu, la FIBA dénonce des fraudes sur l'âge des sportifs au Sénégal. Et au Burkina Faso, Kigoma Michel n'est plus aux commandes de l'USFA. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Africable Télévision. Le Mali se prépare à tourner une page difficile de son histoire post-démocratique depuis les années 1990. Il s'agit des élections générales annoncées pour le mois de juillet prochain et qui devront mettre fin à la période de transition née du coup de force des militaires d'il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. Le scrutin se prépare dans un contexte d'incertitude marqué par la bataille contre les islamistes. Qu'en pense la diaspora malienne du Gabon? Nos reporters Ismaël Obianzé et Thierry Mensa en sondé quelques-uns dans les rues de Libreville. Le vieux Koulibaly Tidiane, 23 ans de présence au Gabon où il tient un petit commerce, est de ceux de la diaspora malienne de Libreville originaire de Kolikoro qui pense qu'une bonne tenue des élections de juillet prochain dans leur pays passe par la libération des zones encore sous occupation djihadiste. Je vais seulement dans le libre Kidal et puis l'élection ça passe bien, c'est ça qu'on attendait. Pour Aboutia, natif de Nioro, vivant à Libreville, rien ne peut empêcher l'organisation annoncée des élections au Mali. Ça va tenir comme le comité sera libéré. En tout cas, les élections se passeraient très bien au Mali sans problème. On votera comme on votait avant et tout le monde sera voté, même au nord ils vont voter parce qu'on a besoin de maintenant un nouveau président travailler le pays. Dans cette marche forcée vers la présidentielle malienne, Kidal reste pourtant le nœud gordien de la situation. Bon, nous avons encore le temps. Kidal peut être débrouillé d'ici là. Bon, j'aurais attendu que le gouverneur de Kidal irait à Kidal d'ici la semaine là-haut. Déjà à la fin de la semaine. Bon, je pense que ça ira. Hein. Il faut mieux faire les élections que d'attendre. Parce qu'il y a forcé de reporter. Ça risque d'amener à cause du problème. Les élections présidentielles pour mettre fin à la transition politico-militaire que traverse le Mali depuis plus d'un an sont ainsi vivement attendues en juillet prochain par les Maliens et les amis du Mali, jadis havre de paix et un modèle démocratique pour qu'il renoue avec le fonctionnement normal de ces institutions. Parlons toujours de la présidentielle malienne. Tout porte à croire que le premier tour se tiendra le 28 juillet prochain au lieu du 7 précédemment annoncé par le gouvernement. La déclaration a été faite il y a quelques minutes seulement à Bruxelles par le président Dioncounda Traoré qui doit assister demain à la rencontre des donateurs sur le Mali. À propos de cette conférence internationale sur le Mali qui s'ouvre demain à Bruxelles en Belgique, organisée par la Commission de l'Union européenne en concertation avec les gouvernements français et maliens, la rencontre devra mobiliser l'ensemble des partenaires autour du plan pour la relance durable du Mali. À la veille de l'ouverture, notre envoyé spécial dans la capitale française, Oussouf Diagola, que nous avons pu joindre plus tôt dans la journée, nous situe ici le contexte et les enjeux de cette conférence. On se rappelle, vous le savez, la feuille de route du gouvernement adoptée il y a très peu et qui comporte deux axes majeurs, à savoir la recouverture de l'intégrité territoriale du pays et l'organisation d'élections, deux travaux qui demandent énormément d'argent et on sait le Mali
n'a pas cet argent. C'est pour cela que le président de la République, Dioncounda Traoré lui-même, avait initié une table ronde des bailleurs de fonds du Mali, dont s'est appareillé le ministère des Affaires étrangères de France. Ici, derrière moi, en l'occurrence, le ministre lui-même, Laurent Fabius, pour en faire une conférence internationale avec l'appui de l'Union européenne. Et c'est cette conférence qui s'ouvre demain à Bruxelles, où s'est entendu à peu près 80 délégations internationales. Et d'ores et déjà, on sait que l'organisation de la conférence islamique a demandé l'appui de tous ses membres, la générosité de tous ses membres. Alors donc, les enjeux de cette conférence, on le sait, sont au-delà des aspects sécuritaires et de développement, tiennent aussi au fait que c'est l'ensemble du peuple malien qui va bénéficier de l'appui et de la générosité de la communauté internationale pour amorcer le développement. Et c'est pour cela que la conférence sera organisée autour d'un plan de relance économique durable du Mali, le PRD. Et ce PRD a été élaboré en mettant en concertation l'ensemble des acteurs socio-économiques. Il y a eu le patronat malien, il y a eu les femmes, il y a eu la diaspora malienne, et aussi même à Montreuil au mois d'avril dernier. Une conférence a réuni l'ensemble de la diaspora malienne dans les principaux pays et les principales villes où elle est présente, et l'ensemble de ces documents va servir aux experts de l'Union européenne et au gouvernement malien demain pour discuter de l'avenir du pays en termes de développement économique durable. Merci Oussouf Diagola. Je rappelle que Oussouf Diagola est notre envoyé spécial dans la capitale française. L'actualité nous conduit dans la capitale sénégalaise qui a abrité une rencontre de partage sur les innovations des directives du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques au sein de l'espace UEMOA. 6 nouvelles directives avaient été adoptées à cet effet en juin 2009. L'objectif est de discuter de la portée des enjeux et des risques liés à ces changements. Les principaux acteurs du ministère de l'économie et des finances autour d'une table pour débattre des sujets importants relatifs à la finance publique. Ce chantier des réformes des finances est ouvert depuis plus d'une décennie au sein de l'UEMOA, une longue réflexion qui a abouti à la mise en œuvre de 6 nouvelles directives. C'est en cela que des nouvelles règles ont été édictées et l'atelier de ce matin vise à ce que tous les hauts fonctionnaires et les services techniques impliqués dans l'élaboration du budget, dans son exécution, dans son suivi, s'approprient toutes les nouvelles techniques. Ces nouveaux textes comportent plusieurs innovations qui appellent une véritable rupture dans les pratiques traditionnelles en matière de préparation du budget général de l'État. La philosophie de ces directives, c'est de faire en sorte qu'il y ait une claire transparence dans l'élaboration du budget, dans l'exécution du budget et dans la reddition, c'est-à-dire rendre compte de ce que nous avons fait. Une étude est commanditée afin de procéder à un diagnostic global des textes transposés. En attendant les conclusions, la Direction générale des finances va poursuivre ses activités de vulgarisation des directives et de sensibilisation. Sénégal toujours, dans le but de renforcer les capacités des acteurs concernés, la Direction générale de l'action sociale a tenu un atelier de partage des nouvelles orientations du programme national de réadaptation à base communautaire. L'objectif principal de cet atelier est de conduire les invalides vers l'autonomisation et de bannir l'assistanat. Les détails avec Louise Tinasagna, Souleymane Anne et Antoumar. Répondre aux besoins à plus grande échelle des personnes handicapées dans le but d'assurer leur participation et leur inclusion dans la société et améliorer leur qualité de vie, telles sont les ambitions du ministère de la Santé et de l'Action sociale. À travers cet atelier national d'orientation du programme de réadaptation à base communautaire, le ministère accompagne les personnes handicapées vers l'autonomisation. On sait qu'actuellement, la priorité gouvernementale est vraiment résolue dans le sens de pouvoir aider les personnes handicapées à changer de manière tout à fait significative leur manière de vivre, mais surtout les accompagner vers l'autonomisation et bannir l'assistanat.
Ainsi, les personnes handicapées par la bouche de leur président saluent la volonté des autorités de vouloir bannir l'assistanat, mais demandent tout de même une application rigoureuse de ce programme. Ce n'est pas simplement donner peut-être la somme de 1 million à 10 personnes et se faire bonne conscience comme ça se faisait. Je pense qu'il faut repartir à zéro. Il doit y avoir dans chaque collectivité des docteurs, il doit y avoir des professeurs. En somme, il doit y avoir toutes les responsabilités qui doivent se greffer autour des personnes handicapées, n'est-ce pas, pour les relever, pour qu'il y ait un regard nouveau sur leur handicap. Le programme national de réadaptation à base communautaire recommandé par l'Organisation mondiale de la santé a été initié par le Sénégal en 2006. Ce programme est budgétisé à hauteur de 300 millions de francs CFA par an depuis sa création. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité, en bref et en images. Une compilation signée Sékou Tangara. En République démocratique du Congo, beaucoup de questions se posent autour de la future Commission électorale nationale indépendante, notamment qui en sera le président. La presse a annoncé que l'abbé Malou Malou, qui avait présidé l'institution en 2006, pourrait reprendre du service, mais l'Église catholique vient d'exprimer son désaccord. Pas question de revoir un prêtre à la tête de la commission. C'est contraire au droit canon, a déclaré dimanche la conférence épiscopale. Au Nigeria, un Iranien a écopé de 52 prisons devant la haute cour fédérale. Azim Arjani, c'est son nom, a été jugé coupable hier d'importation illégale d'armes. Même sanction pour un complice nigérian. L'affaire remonte à 2010 quand une cargaison d'armes avait été interceptée au port de Lagos. Le bilan de l'attentat meurtrier qui a frappé Benghazi en Libye hier est encore incertain. On parle d'une vingtaine de morts dans l'explosion en pleine journée d'une voiture piégée dans un quartier très fréquenté de cette ville, symbole de la révolution libyenne. Le ton monte à nouveau ces derniers jours entre les deux Soudans. Khartoum a accusé une nouvelle fois Djouba d'être derrière les rebelles qui se battent dans le Darfour, l'état du Nil bleu et le sud Kordofan. Djouba met en cause son voisin du Nord dans la mort d'un important chef traditionnel au début du voie humaine. Le cantonnement des rebelles centrafricains du Séléka qui ont renversé le président François Bozizé le 24 mars dernier a débuté cette semaine. Cette opération avait été promise par le président Djotoudja et le premier ministre Nicolas Tchangay pour contribuer à la sécurisation de Bangui et des provinces théâtres de nombreux pillages par les anciens rebelles. Nous déroulons ce journal en allant en Côte d'Ivoire. 2 yeux, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement accueille la 2000e élève ingénieur. C'était ce lundi à Abidjan. Marie, la plus jeune étudiante de l'histoire de cet institut, fait ainsi ses premiers pas dans ce monde de la formation professionnelle. Les explications d'Angerman Niani et de Bernadette Adou. À 15 ans, son bac D en poche, elle est la 2000e et la plus jeune élève ingénieur qu'accueille l'école de référence internationale 2IE basée à Ouaga au Burkina Faso. D'ici quelques années, Marie Begré sortira ingénieure en hydrogéologie et pour cause. En tant qu'hydrogéologue, j'aimerais rechercher les sources d'eau minérale dans le sous-sol afin d'aider la population africaine en général et la population ivoirienne en particulier à pouvoir bien s'alimenter en eau potable. 2IE, c'est 40 ans d'expérience, de formation supérieure et de recherche spécialisée avec pour finalité offrir à l'Afrique des compétences pour son développement. Offrir sur le continent et donc, je dirais près de chez eux, à la jeunesse africaine des formations scientifiques et technologiques de très haut niveau. La deuxième chose, c'est de leur donner non seulement des diplômes reconnus au niveau international, de faire en sorte que justement ils n'aient pas uniquement la copie, mais qu'ils aient un original en Afrique, et l'Afrique montre aujourd'hui qu'elle a cette capacité, mais leur offrir aussi à maintenant un diplôme qui débouche sur un emploi. À cette cérémonie, les anciens étudiants, toutes générations confondues,
ont pris la parole pour dire du bien de cet institut qui a fait d'eux les hauts responsables qu'ils sont aujourd'hui. J'en retire une satisfaction professionnelle et personnelle importante parce que, au-delà même du métier que j'exerce, je pu exploiter tout ce que j'ai acquis comme formation dans des domaines aussi variés que l'ingénierie. Mais la formation à 2IE s'appuie aujourd'hui sur un efficace partenariat État-entreprise privée. La preuve pendant sa formation, c'est CC3D qui offrira un toit à la petite Marie. Je pense que pour ses parents qui sont ici, elle part quand même à 1000 et quelques kilomètres. C'est important de savoir qu'elle est dans une chambre individuelle de bon standing, dans toutes les conditions de sécurité et de confort pour lui permettre de poursuivre ses études jusque dans la fin du cycle dans lequel elle s'est engagée. La Société Générale du Burkina Faso, qui s'est engagée à faire plus pour la jeunesse africaine, offre à Marie Begré, à hauteur de 7 millions de francs CFA, ses 3 ans de scolarité. Nous voulons donner un signal aux autres entreprises, aux autres banques, et nous voulons surtout donner le point de départ pour que, au-delà de cette bourse gratuite, on puisse demain accorder, comme cela se fait ailleurs dans les pays développés, accorder des financements par crédit aux étudiants qui, une fois formés, une fois dans le monde professionnel, pourront rembourser le crédit que la banque leur aura fait. À 2IE, 95% des étudiants formés trouvent en 6 mois un boulot. C'est tout le mal qu'on peut rêver pour la petite Marie qui sait que pour réussir, il ne lui faudra qu'une chose, travailler. L'actualité au Maroc avec cette explosion survenue dans une usine de ciment près de la localité de Safi. L'accident a fait 10 blessés, dont 2 graves, des brûlés au 3e degré. Quant à la déflagration, elle serait due, selon les responsables, à une panne dans un four rotatoire de ciment. C'est une panne impromptue dans l'un des fours rotatoires qui serait à l'origine de l'explosion, selon les responsables de cette cimenterie située à 35 km au nord de la ville de Safi, dans la commune rurale d'Aïr. 10 personnes ont été blessées à différents degrés et transférées à l'hôpital régional Mohamed V. Après 3 semaines d'entretien, nous avons démarré l'usine hier. Malheureusement, une chandelle elle s'est formée au niveau du refroidisseur. Les gens, ils ont essayé de dégager cette chandelle moyennant les équipements utilisés habituellement. Après quoi, ils ont utilisé de l'eau pour pouvoir dégager la moitié qui restait. Mais en utilisant l'injection d'eau, il y a un bloc qui a chuté. Suite à cette chute, du ciment à haute température se serait échappé du refroidisseur. 8 ouvriers ont subi des brûlures au 1er degré, alors que 2 autres sont victimes de fractures et de brûlures au 3e degré. Les 2 ouvriers grièvement blessés ont été transférés à l'hôpital Ibn Rushd de Casablanca. La température était très élevée dans le refroidisseur, plus de 900 degrés. En y ajoutant la pression de l'eau introduite pour le refroidir, ça a formé comme une éruption volcanique. 2 des blessés sont atteints de brûlures graves au visage et aux mains, ainsi que 2 fractures. Ils ont été transférés à Casablanca. Les 8 autres sont des blessés légers, ils n'ont que quelques brûlures superficielles. Ils ont reçu tous les soins nécessaires et peuvent quitter l'hôpital dans quelques heures. Mise en service en 1992, l'usine où a eu lieu l'accident produit chaque année plus d'1 million de tonnes de ciment. Nous recevons à présent Yacouba Dansoko sur ce plateau pour la page sportive de cette édition. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Djibrila. Parlons à présent de basketball. Au Sénégal, la FIBA dénonce une série de fraudes sur les âges des sportifs. Oui, Djibrila, l'instance dirigeante du basketball mondial demande des explications à la partie sénégalaise. La Fédération sénégalaise de basketball parle de cabale contre elle. L'instance dirigeante du basketball dans le pays de la Teranga, à travers son président, promet des sanctions contre des personnes identifiées comme étant des comploteurs. Écoutons Baba Tandia. La commission de discipline s'est autosaisie d'un dossier que FIBA nous a envoyé concernant une supposée fraude de 5 joueurs.
2 joueurs et 2 joueuses. Naturellement, donc, on a remis ce dossier à la commission de discipline donc, pour vérifier un peu la véracité de cette affaire. Donc, le document a été instruit. Je ne vous dirai pas la teneur, permettez-moi d'attendre les jours à venir. Et nous avons adressé une réponse à FIBA. Vous savez, derrière cette sanction ou supposée sanction découle d'une lettre anonyme qui aurait été envoyée par des membres de notre fédération ici à Dakar, ce qui est incroyable. D'habitude, on voit des pays dénoncer un pays, mais des membres d'une fédération dénoncer un pays, je crois que c'est extrêmement grave. Et ça, je peux vous garantir que ces personnes, non seulement que nous avons identifiées et nous savons qui c'est, mais que ces personnes le paieront très cher. Et ça, moi, je peux leur garantir qu'ils le paieront très cher. Yacouba, on passe au football. Et au Burkina Faso, Kigoma Michel n'est plus aux commandes de l'ISFA, l'Union sportive des forces armées. Oui, Kigoma Michel, le technicien congolais, et également ancien entraîneur du Djulba AC de Bamako, a jeté l'éponge ce lundi, c'est-à-dire au lendemain de la défaite 2-0 de son équipe, l'Union sportive des forces armées. Il s'agit de l'équipe militaire dans le championnat burkinabé. C'était face à l'ASFA Yenega, qui est également champion en titre et leader. À présent, écoutons Kigoma Michel. La nouvelle est que je viens de quitter l'équipe de l'ISFA. Je viens il y a quelques heures de déposer ma démission auprès du président de l'ISFA. Donc, en résumé, je ne suis plus entraîneur de l'ISFA depuis quelques heures. Je travaille dans des conditions très difficiles. À chaque fait d'entraînement, je ne suis pas à l'aise. Je préfère partir. À notre événement, nous nous sommes dit, nous allons chercher une bonne équipe et puis les résultats. Aujourd'hui, je peux dire carrément, nous avons réussi à avoir une équipe. C'est vrai, les résultats, ce n'est pas encore ça. Mais pour avoir les résultats, il faut avoir quand même un environnement sain. Il s'est fait que pour le moment, au sein de l'histoire, l'environnement vraiment ne nous permet pas de travailler. Voilà un peu pourquoi je préfère partir. J'ai compris c'est à continuer à travailler dans ces conditions-là. J'ai risque de casser ma carrière et que jusqu'à avoir des problèmes sérieux avec certaines personnes. Bon, je préfère partir. Yacouba Dansoko, merci d'être avec moi sur ce plateau. Merci. C'est sur Mardi Sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi surtout. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur la première chaîne panafricaine. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur